de vous retrouver pour de nouvelles nuits blanches sur Europe 1. C'est le moment de l'année où les jours sont les plus longs, il faut en profiter, mais c'est aussi le moment où nos nuits vont être plus longues, puisqu'à partir de cette semaine et pendant tout l'été, l'émission aura lieu aussi le vendredi, aux mêmes horaires, de 23h à 1h. Mais alors notez-le bien dans vos petits agendas. Mais d'ici là, la ligne est ouverte au 39 21. Asiba et Julie vont vous y accueillir chaleureusement, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous êtes également les bienvenus si vous voulez nous rejoindre à tout moment, si un témoignage vous touche. Alors pour témoigner, pour réagir à une histoire, vous pouvez également nous écrire, nous adresser vos mails sur le site europe1.fr ou nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Sœur Caroline. Alors oui. Vous avez une décision à prendre, importante et pas facile. Oui, là dans 3 jours. Donc je sais pas trop comment commencer. En fait, il y a 2 ans et demi, j'ai accouché d'un petit garçon et donc le jour de l'accouchement, donc il est arrivé avec 1 mois d'avance parce qu'en fait j'avais fait un AVC et donc ils ont dû me provoquer une césarienne et donc il est né le 1er décembre et il devait naître début janvier et donc ça n'a pas été évident, donc je me suis retrouvée, j'étais quelques jours, j'ai eu de la chance encore dans ce qui m'est arrivé. Pendant quelques jours, j'étais paralysée du côté droit, donc le bébé je l'avais pas vu tout de suite. Et donc je me suis remise très bien, j'ai eu aucune séquelle par rapport à ça. Oui, quand on vous entend là, effectivement, parler au niveau de votre élocution, vous avez bien récupéré. Oui. Au bout de quelques jours. Au bout de quelques jours. Oui, au 4e jour, j'ai pu recommencer à marcher. C'était encore un petit peu difficile, mais vous avez été très bien prise en charge, très vite. Oui, j'étais dans un très très bon service à Bordeaux, en neurologie à Bordeaux. Donc, d'accord. J'ai eu de la chance et vous êtes jeune. Et donc, oui. Et donc du coup, en fait, donc c'était mon deuxième bébé, deuxième petit garçon. La première grossesse était très très bien passée. La deuxième s'était bien passée jusqu'à cette la AVC. 36e semaine. Et en fait, il déconseillait, pour une 3e grossesse, il me disait ça peut arriver, ou alors et ça peut très bien se passer pour une 3e grossesse. Mais pourquoi Parce qu'il pensait que ça pouvait avoir un lien avec la grossesse. Ça peut être par rapport aux hormones de grossesse. En fait, un caillot qui s'est formé, et puis c'était, ça avait fait l'AVC, puis il parlait aussi d'une thrombophlébite cérébrale. D'accord, c'est le neurologue qui vous disait ça ? Oui, en neurologie. Donc du coup, il ne le déconseillait pas non plus, et puis alors quand on a eu le 2e, moi je pensais un 3e, je m'étais dit 3 enfants, c'était l'idéal. Et avec ça, du coup, mon mari, lui, est devenu un peu catégorique en me disant non, 2, c'est bien, t'as eu de la chance, les 2 sont en bonne santé, toi tu vas bien. Et on a appris par contre à la fin du mois de mai, il y a 3 semaines, et que je suis tombée enceinte. Oui. Et donc du coup, quand je l'ai appris, mon mari, lui, il était un peu paniqué, et moi j'étais pas déçue, mais en même temps... Après, en discutant, sachant que lui, il est dans son métier, il va être amené à partir énormément cette année. Donc entre là, à partir du mois d'août jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au printemps l'année prochaine. Oui. Et donc en fait, ce qui lui fait peur, c'est que si on le garde, s'il se passe quoi que ce soit, on va déménager dans un endroit où on n'a pas de famille, pas d'amis, on connaît personne. On va partir en Normandie. Et du coup, c'est de lui être parti et puis de se faire du souci tout ce temps-là. Il sera anxieux. Donc du coup, on avait pris la décision de ne pas le garder. Et là, depuis, j'ai eu le 2e rendez-vous, le 2e entretien avec le gynécologue et avec l'anesthésiste. Et depuis vendredi, je suis plus sûre de ma décision en fait. D'accord. De l'avortement. Et puis en fait, la date, c'est jeudi. Normalement, c'est programmé pour jeudi. Pour ce jeudi-là ? Ouais, pour ce jeudi-là, oui, donc dans 3 jours. Dans 3 jours, oui. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous fait douter de votre décision là? Puisque si ça veut dire que vous aviez déjà eu des rendez-vous avec le gynécologue, l'anesthésiste déjà depuis, puisque c'est fin mai. Oui. Qu'est-ce qui vous fait douter là, à quelques jours? Vous avez envie de. Qu'est-ce qui fait que vous aimeriez garder peut-être cette poursuivre la grossesse malgré oui, puisque vous avez commencé par expliquer ce qui s'était passé lors de la deuxième grossesse. J'avais pas. Un troisième, c'était pas, ça me restait en tête. C'était l'idéal pour vous. Vous avez dit 3 enfants, c'était l'idéal, c'était votre désir. J'ai dit plusieurs fois à mon mari, même il y a quelques mois, quand j'étais enceinte, même l'année dernière, que j'avais l'impression qu'on n'était pas encore, qu'il en manquait un, qu'on n'était pas au complet. D'accord. Et après, quand on a appris justement que j'étais enceinte, sur le coup, ça m'a quand même fait plaisir et en même temps, peur aussi parce qu'on on savait pas trop parce que s'il faut, ça peut bien se passer ou alors recommencer. Et en fait, c'est ce qui. Et je voulais savoir s'il y avait des femmes à qui c'était arrivé d'avoir fait un AVC ou une thrombophlébite cérébrale pendant une grossesse et d'avoir eu un autre enfant par la suite. Après un AVC ou une thrombophlébite cérébrale et une grossesse suivante. Ouais. D'accord. Parce que là, vous en avez parlé au médecin que vous avez rencontré là Le gynécologue que j'ai vu, effectivement, il a dit oui, je comprends tout à fait vos motivations, enfin vos raisons. Non, il n'était pas contre l'idée de ne pas le garder. Et par contre, l'anesthésiste, lui, après, déjà que je commençais à douter. La veille, j'avais fait des cauchemars. Enfin, toutes mes copines qui avaient 2 enfants, d'un coup, elles en avaient 3, elles le gardaient. Enfin, vraiment, ça me perturbait. Et l'anesthésiste, après, il m'a un peu mis encore plus de doute en me disant que c'est pas parce que c'est arrivé à cette grossesse-là que ça peut se reproduire. Il me dit ça peut tout à fait se reproduire comme pas du tout. Alors là, tout le week-end, c'était un peu... En plus, mon mari n'était pas là, il était en déplacement. Oui, c'est pas... On n'est pas dans le systématique. Il peut y avoir un plus grand facteur de risque, évidemment, mais c'est pas... on ne vous dit pas que ça va se reproduire systématiquement. Il faudrait voir aussi un neurologue. Elle sera forcément beaucoup plus surveillée, ça c'est évident. Oui. Donc, c'est possible que je doive prendre un traitement anticoagulant pendant la grossesse. Vous allez avoir si vous deviez poursuivre votre grossesse, il est évident que ça serait une grossesse particulièrement suivie. Oui, forcément. Forcément. Compte tenu de vos antécédents. Mais ce qui est, voilà, vous êtes à nouveau oui, c'est ça, vous étiez dans le sud-ouest et là vous iriez en Normandie. Voilà, là on a redéménagé, on est dans l'Est, on est en Lorraine et on était là juste pour 1 an et en fait c'est aussi le fait, moi je dis on n'a plus le gynécologue qu'on avait qui t'a suivi pour les 2 grossesses, il est très anxieux aussi du fait que la première fois c'est lui qui a pu donner l'alerte. Ou c'est vous? C'est moi qui l'ai donné parce qu'il était là. Donc du coup, quand j'ai dit non, ça va pas, en fait, au départ, quand j'appelais la maternité dans la journée où je sentais en fait un engourdissement dans la jambe. C'est ça se sent, oui. Vous avez le temps de donner l'alerte. J'avais pas de douleur à la tête, rien du tout. J'avais un engourdissement dans la jambe et en fait, ça passait pas. J'avais pas les picotements, le fourmillement. Donc je me disais je tapotais la jambe, je mettais les jambes en l'air, tout ça. Et puis quand je téléphonais, on me disait que c'était le bébé qui devait coincer le nerf sciatique ou que ça allait passer. Donc la journée, et puis dans la soirée c'est monté au bras, et puis à la fin en montant dans la voiture j'ai dû soulever ma jambe parce que je pouvais plus la soulever. Et donc du coup en arrivant à l'hôpital, moi je pensais qu'ils allaient me donner quelque chose pour que ça passe, et ils m'ont dit non on vous transfère sur Bordeaux, vous êtes en train de faire un AVC. Oui. Donc tout ça en 10 minutes on nous dit ça, on prépare l'ambulance, vous y allez. Alors mon mari, lui il a vraiment très très mal vécu, et donc j'ai été seulement hospitalisée 11 jours. Oui, vous avez récupéré de façon extraordinaire. Hein, ah oui, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Vous avez été très bien prise en charge, vous avez eu beaucoup de chance, vous avez eu beaucoup de chance, vous avez été très bien prise en charge. Ils m'ont dit heureusement que vous êtes venue parce que sinon... Oui, heureusement que vous n'avez pas tenu compte du fait qu'on me disait parce que c'est vrai qu'il peut y avoir. Les pompiers là pour qu'ils me. Et puis dans le dos j'ai dit non tant pis on va aux urgences et puis on verra s'ils me ramènent à la maison. Mais il vaut toujours mieux aller à l'hôpital, à la maternité pour rien. Avoir un avis, être dans ces cas-là, dans une. Je leur avais téléphoné avant parce que Et la preuve, là, vous voyez, vous auriez pu, ça aurait pu être effectivement quelque chose d'une sciatique. Et il se trouve que c'était beaucoup plus grave que ça. Le médecin que j'ai vu m'a dit malheureusement vous n'êtes pas resté chez vous la nuit parce que ça va être beaucoup plus dramatique. Bien sûr, évidemment.
Et donc du coup, ben voilà. Mais là, on peut comprendre. Alors, en même temps, je reçois un petit message, vous voyez, d'Osiris qui dit une telle décision n'appartient qu'à votre couple, parce que il y a Nanou qui dit êtes-vous prête à prendre un tel risque. Alors évidemment, il y a vous, parce que c'est votre vie à vous, votre santé et votre vie. Bon, le risque, voilà, qui pèse sur vous. Et puis c'est aussi une décision de couple aussi, personnelle et de couple. La décision, on l'avait prise. Et je m'étais dit, ok, j'avais pris tous les rendez-vous, je m'étais occupée de tout ça, alors il était en déplacement. Et du coup, là, c'est vraiment depuis ce week-end où je suis complètement, d'avoir la date et tout, je suis complètement perdue. Ça peut vous êtes à combien de semaines d'aménorrhée? Ça fera presque 9 semaines. À 8 semaines et 6 jours le jour. Enfin, là, vous pouvez décaler un petit peu, si vous avez besoin de temps, puisque vous avez jusqu'à 12 semaines. Bah oui, mais écoutez, et en fait, je sais bien, Alexandra, mais si vous avez besoin de davantage de temps pour prendre votre décision, ça le mérite. Voyez, il vaut mieux vous accorder un peu de temps que de prendre une décision qui n'est pas. Oui, mais ça en vaut la peine que prendre une décision. Peut-être que vous allez arriver en 3 jours. Ce qui est embêtant, c'est que la dernière semaine où après on peut, il n'est pas là, et c'est vraiment la semaine où qui n'est pas là. Mon mari. Oui, mais peut-être que vous savez, parfois les choses vont être plus claires dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, même en quelques jours, plutôt que d'y aller comme ça jeudi, complètement résigné en prenant une décision qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin encore de clarifier les choses. Bon, si vous y allez vraiment à contre-cœur, ça ne vaut pas la peine d'y aller. Alors, c'est pas comme si vous étiez à la date limite. Ça vaut le coup encore de vous donner du temps pour être certaine de votre décision. D'y réfléchir, de savoir vraiment peser le pour et le contre. C'est-à-dire rencontrer à ce moment-là, prendre un rendez-vous, aussi avoir à nouveau un rendez-vous demander un rendez-vous avec un neurologue, prendre un autre avis, voyez ce qu'il en est, et avec votre mari aussi, qu'il vous accompagne pour pouvoir, parce que la question c'est évidemment lui il est en déplacement, donc il va être inquiet de ne pas pouvoir être à vos côtés. Et voilà, lui il dit que 2 pour lui c'était très bien, on est tous en bonne santé tous les 4, enfin voilà, et lui il a peur de vous perdre, concrètement. Il a peur de vous perdre, il a dû avoir très peur parce que lui était complètement conscient très proche, et on de ce qui s'est passé depuis ce qui s'est passé, quoi. Bon, donc il a peur de vous perdre, il pense aussi aux enfants qui sont là. Qui ont besoin de vous. Moi aussi, justement, alors je me dis, il y a Mathieu, il y a... Ne donnez pas les prénoms. Après... Oui, pardon. Donc du coup, c'est ça aussi, je sais que si je le fais, ça sera la décision, on aura plus écouté la raison que le cœur, quoi. Enfin, en tout cas de mon côté. Mais justement, de savoir si c'est arrivé à des femmes d'avoir une grossesse. Si vous voulez, même des femmes, de toute façon, ça ne vous enlèvera pas la responsabilité de la décision. Oui. Parce qu'un neurologue pourrait vous répondre là-dessus, pourrait vous dire, bon voilà, ou même un gynécologue obstétricien pourrait vous dire, j'ai eu des... Le gynécologue m'a dit qu'il ne prendrait pas non plus le risque, enfin qu'il comprenait la décision parce que... à sa place, il ne ferait pas non plus le risque à sa femme, quoi. Qui vous a dit ça, le gynécologue? Le gynécologue que j'ai vu, qui va pratiquer, normalement, qui s'occupera de moi jeudi. D'accord. Là. Bon, donc ça c'est un point de vue. Voilà, c'était Alors après, il faudrait avoir l'avis de neurologue. Alors vous avez déjà eu le neurologue qui vous avait suivi, les rappeler sur Bordeaux, qui était... vous pourriez les rappeler. Mais c'est ce que je pensais faire, mais après, comme la décision s'était dit, ok, on garde pas, et que je m'étais mis en tête de pas le garder, et puis c'est vraiment là depuis ce week-end, quoi, depuis vendredi où... Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis vendredi, c'est plus la décision arrive, ou vous vous angoissez? Oui, parce que l'échéance est proche, et puis c'est d'avoir peur de regretter,
c'est une décision qui est que je vais avoir difficile après, de toute façon, qui est douloureuse oui. forcément, parce que vous aviez un désir de troisième enfant, donc c'est Oui, c'est vrai que même quand il me disait ouais non 2 c'est bien, mais j'essayais toujours de dire ça, si ça arrive on peut le garder, et puis là en fait on pensait pas que ça allait arriver. Alors, c'est prendre le risque, c'est effectivement, c'est prendre le risque en disant, voilà, vous vouliez un troisième enfant, et il y a cette troisième grossesse. Et en même temps, voilà, le risque, il est arrivé lors de la deuxième grossesse. Vous avez eu beaucoup de chance. Oui. Vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il y a des AVC où malheureusement, l'issue est pas toujours aussi bonne. Hein. Où il y a des personnes, un AVC, on peut ne pas y survivre ou en garder des séquelles. Et puis il y a des personnes comme vous qui récupèrent très bien. Vous avez eu beaucoup de chance à ce moment-là. Oui, même quand j'ai refait des IRM et tout, le neurologue dit mais si vous me dites pas ce que vous avez eu, je le verrai pas, il n'y a pas de trace. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut entendre le point de vue de votre mari qui dit voilà, vous êtes en très bonne santé, vous avez vos 2 enfants qui vont bien. Et il y a ce risque-là. Alors c'est vrai, et c'est là où personne ne peut prendre de décision à votre place. C'est parce que il y a vous, il y a votre responsabilité à vous. Mais il y a aussi, vous avez une responsabilité par rapport à vous, mais aussi par rapport à vos enfants. J'ai envie de dire à votre mari, mais à vos enfants qui sont là aussi. C'est-à-dire qu'il y a votre désir de maternité, puis il y a aussi vos enfants qui sont présents. Et oui, mais c'est ce que dit d'ailleurs Sarah, vous voyez, dit Alexandra doit penser à sa santé, mais aussi la préserver pour les enfants qui sont déjà là. Alors il y a Ninon qui dit on a appris que j'étais enceinte, elle relevait vos propos. Donc vous aviez déjà pris une décision puisqu'elle dit vous n'avez pas pris de contraception. Et en fait, pour la pilule, je pouvais pas prendre certaines pilules, et en fait, on se disait je mangeais pour les stériler, et donc ça a été, j'avais un petit peu, par rapport à ce que j'entendais, mes sœurs aussi qui avaient essayé de stériler, qui n'avaient pas trop supporté, donc du coup pour la contraception, on se protégeait, mais il a suffi. De quel vous vous protégiez préservatif. Ouais, d'accord. Voilà, mais non, mais pas la pilule parce que je peux pas. Oui, vous pouviez pas. Bien sûr, non, vous pouviez pas, oui. Voilà, et donc du coup, là par contre, j'en ai parlé au gynécologue et il m'a dit, dès qu'on fait l'IVG, l'avortement, du coup, de prendre rendez-vous avec un gynécologue là où on emménagera. Oui. Et là, par contre, dès que c'est possible, là, oui, si je fais plaisir, je fais poser un stérilet tout de suite. Alors, mais est-ce qu'en Normandie, là où vous seriez, il y a un grand centre ? Et je sais pas. Parce que ça, c'est quand même une question. Imaginons que vous souhaitiez poursuivre la grossesse. Est-ce que vous avez, un centre qui peut vraiment suivre les grossesses à risque? Parce que là, vous étiez à Bordeaux dans un grand centre hospitalier. Bon, à Paris, on sait qu'il y a vraiment des centres qui suivent des maternités qui suivent les grossesses à risque. Oui, mais ça, c'est une question importante, hein. Parce que vous voyez, vous pouvez pas vous permettre d'être dans une petite structure. Oui, il faut vraiment une structure qui mais oui, il faut. Mais non, mais même si vous voulez, même s'il y a même pas quoi que ce soit, il faut que vous soyez suivi. À Paris, on sait qu'il y a des maternités qui sont spécialisées dans les grossesses à risque, comme il peut y en avoir dans certains en province, qui vont être plus spécialisées dans les grossesses à risque. À mon avis, je ne suis pas médecin, mais il faut que vous soyez vous aussi dans un centre où il y a vraiment une prise en charge particulière. Hein. Du coup, comme je m'étais quand même mis en tête au départ, dès qu'on a su que on le gardait pas. Je voulais pas après me renseigner par rapport à ça parce que on s'est dit on le garde pas de toute façon, et c'est vraiment que là depuis ce week-end où vraiment. Alors on a Adeline, elle a pas laissé de mail, elle a pas laissé de numéro de téléphone, elle nous a envoyé un mail, elle dit j'ai fait un AVC en 2006 à 25 ans. Et j'ai eu mes 2 filles en 2007 et 2011. Grossesse effectivement suivie avec anticoagulant, aspirine les 6 premiers mois et par injection les 3 derniers mois. Tout s'est bien passé. Accouchement par voie basse, nous dit Adeline. Ce serait bien qu'elle nous appelle si elle était prête à témoigner. 39 21.
Voilà. Alors il y a des personnes qui disent, il y a Orchidée qui nous envoie un mail en disant prenez le temps nécessaire pour cette décision très difficile à prendre. Êtes-vous prête à vivre une grossesse assez angoissante pour vous et votre entourage? Si un troisième enfant est votre idéal, comme vous l'avez dit, avez-vous déjà songé à l'adoption? Et c'est aussi quelqu'un qui dit ça. Alors évidemment, c'est compliqué pour vous. On y avait songé parce que pour le premier, on a eu énormément de mal. On avait fait tous les dossiers pour faire les fécondations in vitro. On n'en a pas eu besoin. On a fait juste les inséminations artificielles, mais on y avait pensé. Et oui, mais là évidemment c'est compliqué puisqu'il y a cette. Votre mari, c'est plus compliqué pour lui. L'adoption, si on n'avait pas pu, il aurait fallu du temps. Quoi. Il n'aurait pas été prêt. Bon. Alors évidemment, c'est plus compliqué pour vous puisque là. Je sais qu'on a les 2 enfants. Je sais très bien. On a de la chance de les avoir. Oui, mais ils sont là. Mais il y a quelque chose de ce troisième qui est là dans ce désir de troisième. C'est comme si j'avais pas fait le deuil d'une dernière grossesse. Non, effectivement. C'était votre chiffre idéal, votre idéal de famille, hein, dans votre. Vous êtes combien? Vous avez des frères et sœurs? On est 6 filles. Ah, vous êtes 6 filles. Et du côté de mon mari, ils sont 3 garçons. D'accord. Oui, vous avez un idéal de grande famille. Vous coupez la poire en deux, vous déjà. 6 filles, votre idéal c'était 3. Déjà. Oui, ça m'aurait... Ouais. Bon. Mais s'il n'y avait pas eu de souci, là oui, la grossesse... Vous auriez aimé. Oui. Vous auriez aimé... Et justement, voilà, c'est ça qui me... Oui. Vous en avez reparlé depuis avec votre mari en disant que depuis vendredi, vous étiez angoissée par cette décision? Oui, parce qu'en fait, il devait rentrer demain et il est rentré tout à l'heure à 8h. Donc du coup, il m'a rappelé, mais je lui en ai reparlé. J'ai dit, voilà, j'ai téléphoné. Et comment il réagit depuis qu'il sait que vous êtes angoissée? Il sait que je suis pas bien. Enfin, il me dit, je comprends, mais pour lui, c'est vraiment... Il était un petit peu aussi perturbé là ce soir. Pourquoi vous n'iriez pas? Pourquoi vous n'en parlerez? Donnez-vous le temps, parce que même encore d'ici jeudi, vous pouvez vous donner le temps d'en parler à ce moment-là dans le centre où normalement a lieu on peut voir avec le planning familial. Oui, vous pouvez voir un conseiller conjugal, demander un rendez-vous. Il peut vous recevoir même, voyez. Oui, je sais qu'ils peuvent nous recevoir rapidement justement. Voilà, compte tenu de ça. Il n'a pas pu être présent pour les rendez-vous avec le gynécologue. Voilà, vous appelez, vous pouvez appeler aussi le neurologue, l'équipe qui vous a suivi. Je pense que ce que je vais faire, je vais appeler Bordeaux demain. Vous appelez Bordeaux, avoir le maxi recueillir, parce que il y a quelque chose, c'est très difficile, hein, il y a beaucoup d'émotions autour de cette nouvelle. Il y a donc c'est très difficile pour vous d'y voir clair. Je ne m'attendais pas quand même à avoir cette réaction le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, parce que ça m'a quand même fait plaisir. Et puis ça après, vous a fait plaisir, oui. Et après Et après, comme je savais que mon mari l'a embêté, et puis il était lui, ça l'a vachement angoissé. Quand on est rentré, le lendemain, il devait partir. Et puis le soir même, je me suis sentie un peu bizarre, comme si, pareil, un engourdissement dans la jambe. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux pas je le garde pas. Et après, c'est passé, et je m'étais dit, ok, c'est bon, vu le petit doute que j'ai eu, la peur que j'ai eu là, je tiendrai pas pendant 8 mois. Et du coup, c'est vraiment depuis vendredi ce rendez-vous, de savoir que c'est l'échéance qui approche, c'est ça en fait. Oui, bien sûr, c'est angoissant cette échéance, se couperait comme ça. C'est pour ça que je crois qu'il faut que vous puissiez en parler avec des gens comme vous le faites extérieur, hein, c'est-à-dire vous êtes tellement dans l'émotion, voilà, ça aide. Mais je veux pas en parler non plus à mes sœurs ni quoi, parce que c'est pas je leur en ai pas parlé du tout là. Parce que vous êtes dans l'émotion, dans l'affectif, donc c'est très compliqué. Donc il est souvent préférable d'en parler avec des personnes extérieures et qui ne sont pas là pour influencer votre décision, parce que votre décision, elle est vraiment, elle vous appartient en propre et elle doit être respectée, quelle que soit votre décision. Vous et la décision après que vous prendrez en couple, hein, quelle qu'elle soit, elle doit être respectée. C'est une décision beaucoup trop intime pour qu'on puisse vous dire ce que vous devez faire. Donc l'important c'est que vous puissiez vraiment en parler, avoir aussi le maximum de données et d'informations qui peuvent
aussi quand même vous aider à prendre cette décision. Donc, notamment sur le plan médical, même si évidemment les médecins ne peuvent pas trancher pour vous, et heureusement qu'ils ne le font pas, mais ils peuvent vous informer. Ils peuvent vous donner, voilà, ils peuvent vous donner des risques. En fonction de ça, c'est vous, en votre âme et conscience, et selon votre désir, parce que parfois le désir, on le sait, est plus fort que la peur. Et vous prendrez cette décision, de vous et vous seul avec votre mari, parce que c'est quand même une décision aussi. Je vous invite à ça, de couple, parce qu'il faut aussi que ça n'ait pas trop de répercussions sur votre couple. Voilà. Non, mais voilà, d'ici là, il faut que vous puissiez en parler avec. Vous pouvez même jusqu'à jeudi voir un conseiller conjugal, faire le point. Vous voyez, le voir, demander un rendez-vous en urgence demain. Après-demain, le revoir, ça peut se décanter un petit peu. Et puis, si vous n'êtes pas prête, eh bien dire je me sens pas prête et je la reporte. Non, mais ce que je disais à mon mari, justement, c'est que je préférais, là, je lui en ai parlé, justement, que j'étais pas bien. Je dis, je préfère te le dire plutôt que de rien dire, de faire l'IVG et puis après de t'en vouloir parce que j'étais pas sûre de mon choix. Donc là, ça me fait bien aussi. Je sais que je peux lui en parler, il n'y a pas de souci. Ça, c'est important. On va accueillir Catherine. Alors, c'est pas une femme qui, comme vous, a fait un AVC, mais elle voulait donner un point de vue extérieur. Elle est avec nous au 3921 et je l'en remercie. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, je vous écoutais là en rentrant. Je suis orthophoniste et en vous écoutant, je me disais que c'est trop génial d'entendre des gens qui ont fait un accident vasculaire et qui ont la chance de pouvoir récupérer comme vous avez récupéré sans aucune séquelle. Et que, effectivement, nous, on voit les autres. Et les autres, des fois, ça laisse quand même des dégâts parfois quand même assez irréversibles. Et le choix d'une interruption de grossesse, il est douloureux et difficile pour toutes les mères, quel que soit le contexte, quelles que soient les raisons. Elles sont toujours peut-être de bonnes raisons au départ, mais quand le moment arrive, c'est pas non plus anodin que votre démotivation par rapport à ça ait commencé là ce week-end, plus on approchait de la date. Mais d'un autre côté, vous avez un mari avec qui vous avez pris cette décision, des enfants qui sont contents d'avoir un petit frère ou petite sœur et qui vivront sinon sans en avoir. Mais si jamais il devait vous arriver quelque chose, un jour ces enfants pourront reprocher à leur père de ne pas vous avoir obligé. Lui vivra toute sa vie avec la culpabilité de ne pas avoir réussi à vous faire changer d'avis. Et vous disiez là tout de suite, moi ça me paraissait important de lui dire que j'étais pas prête, mais peut-être que lui non plus, il n'est pas prêt à accepter une grossesse avec les angoisses que ça peut générer. Le fait, j'entendais juste au début, là, je crois qu'il ne sera pas trop présent, dans une région où vous n'avez pas d'attache. Et oui, justement, c'est ce qui angoisse encore plus. Alors, c'est complètement ridicule, je sais, de dire, vous avez 2 enfants, ils vont bien, vous avez tout pour être heureux, etc. Vous êtes revenu d'un truc où il y en a plein qui réussissent moins bien que vous. Vous avez 2 enfants qui vont bien, un désir de grossesse, je le comprends, je pourrais en avoir 10 si je m'écoutais, mais tout le monde pourrait peut-être pas en avoir 10, mais on peut tous en avoir si on a envie d'en avoir. Il y a des fois où on ne peut pas les avoir. Alors, se dire simplement que là, les choses elles vont bien, peut-être on peut les garder bien comme ça, c'est votre décision. Et à mon avis, je trouve que peut-être même sur un site ou sur des forums de mamans qui ont qui ont dit subir des avortements pour des raisons thérapeutiques, pour plein de choses, vous aurez peut-être une écoute parce que je crois que c'est plus en soi la décision de l'avortement que la décision d'un 3e enfant. Oui, là dans ce cas-là, c'est plus à mon avis par rapport à ça qu'il y a quelque part une difficulté et un deuil à faire. C'est voilà, je n'aurai pas d'autres bébés. Il faut arrêter. Voilà, il faut. Je n'aurai pas d'autres bébés, mais c'est toutes les mères un jour, quand leur dernier bébé naissent et qu'elles se disent qu'elles n'en auront plus, ça vous fera la même chose. Le dernier, que votre enfant quitte la maternelle et que vous vous dites j'en aurai plus jamais à la maternelle, puis vous n'en aurez plus jamais un jour au primaire, et puis vous n'en aurez plus au collège, et puis il y a toujours une dernière fois à quelque chose. Et là, vous peut-être avoir une dernière fois sympa plutôt que, en plus, vous n'aurez pas les conditions idéales avec un mari présent et un entourage. Et puis, je vous dis,
un AVC, c'est quand même une sacrée cochonnerie. Alors bien sûr qu'il peut nous arriver 1000 trucs à tous et à toutes demain matin, bien sûr. Mais bon, quand quelque part on peut savoir qu'on peut avoir une petite influence, Oui, peut-être vous que ça avez eu vaut la le coup d'y chance réfléchir. de récupérer. Oui. Voilà. Oui, ben oui. Effectivement, c'était un accident très certainement lié à des problèmes d'hypertension, de plein de choses. Voilà, vous avez vu, vous avez réagi, vous vous êtes inquiété tôt. Vous étiez à Bordeaux où je suis aussi et où il y a plein de choses. Vous auriez été en milieu très rural, vous aviez des enfants petits, vous vous seriez dit oh ben j'attends demain matin et j'irai demain matin parce qu'il est en déplacement et que je vais pas les emmener ce soir. Et puis ça serait peut-être beaucoup moins bien passé. Et vous dites vous-même l'autre jour que quand vous avez eu l'impression d'avoir une douleur à la cuisse, vous vous êtes dit oh là là ça recommence. Vous vous voyez faire 9 mois Oui, comme ben ça? justement, voilà, ouais. À chaque fois que vous allez avoir mal à la tête, à chaque fois que vous aurez mal aux dents, oh non, c'est pas possible, ça va pas être du bonheur, hein. Mais voilà, je crois que, je vous dis, sur un forum de mamans qui ont subi des IVG thérapeutiques, plein de choses, peut-être qu'elles ont à dire et elles l'avaient pas fait, leur deuil non plus, et puis on leur a dit votre bébé a ceci, elles ont même pas eu le droit de se poser quasiment la question. Sachant que je me permets quand même de dire, de vous interrompre Catherine, les IVG thérapeutiques, c'est quand même encore autre chose, c'est beaucoup plus lourd puisque c'est à un stade beaucoup plus avancé de la grossesse, donc c'est à double tranchant d'aller sur ce type de forum. Hein. Oui, mais même sur des grossesses. Non, mais je veux dire, sur oui, des grossesses mais enfin, précoces aussi, sur des mamans oui, qui y a ne des devaient deuils. pas se retrouver enceintes. Oui, bien sûr, il y a un deuil, c'est douloureux quand on désire le bébé. Mais je veux quand même mettre un bémol parce que c'est aussi parfois sur les forums, il y a à boire et à manger, hein, selon Oui, parce tout que à les fait. personnes disent, voyez, il y a du vécu vraiment parfois à l'état brut et Mais il y a des il gens faut un qui peu ont pas trier du les tout de- informations. Bah, tout à fait, il y a des gens qui ont aucune Et distance surtout par rapport. les interruptions thérapeutiques, c'est évidemment c'est très très lourd. Hein, c'est Mais bon. même Ouais. sur un site de Donc, mamans qui attention, ont hein. choisi de faire un IVG, Ouais. choisi, si tant est Oui, que ce soit un choix. décider. Oui, Voilà. si, elles peuvent décider de. Voilà, elles voilà. ont décidé, mais c'est pas parce qu'elles ont décidé qu'elles vivent complètement. C'est une décision difficile, mais bon, elles peuvent le décider, Voilà, c'est pour en ça. toute C'est connaissance pour de dire que cause. de toute façon, une décision d'IVG, elle est difficile, quelle que soit la cause. En tout cas, merci beaucoup de Voilà. votre réaction, Catherine. Merci d'avoir pris la peine d'appeler. On peut vous souhaiter vraiment de prendre le temps d'en parler, Alexandra, de vous donner du temps puisque vous n'êtes pas dans les délais limites. Donc prenez le temps d'y réfléchir, vous d'y aller aussi avec votre mari pour que je vous dis, vous y alliez un petit peu plus sereine, que votre décision soit bien mûrie, bien réfléchie. 15 jours de plus, quoi. Pourquoi pas? Tout à fait. Si vous avez besoin de 15 jours de plus, il faut les prendre. Sachant Voilà, qu'après, mais si il y avait c'est une le déménagement qui va décision... arriver début juillet, et c'est tout ça, en fait, qui se... Oui, mais si c'est une décision, ça peut valoir la peine de se donner 15 jours de plus. Là, la discussion Voilà. sur mes doutes. Normalement, ouais, demain, je téléphone à Bordeaux, mais je pense que... Alors, quand même, Ça fait du bien d'en parler, tant mieux déjà que ça vous ait éclairé. Donc, vous voyez, il est important d'en parler, de vous donner du temps, et même en quelques jours, ça peut se faire. Et puis, il y a également Athlétique qui envoie un petit mail en disant, étant étudiante en médecine, je peux vous confirmer qu'il existe un centre hospitalier de niveau 3 à Caen qui sera tout à fait à même de prendre en charge, qui sera à même de vous prendre en charge. Voilà. Donc à Caen, il y avait quelqu'un, Sandra, qui disait à Rouen qu'il y avait une très bonne maternité pour les grossesses à risque. D'accord. Voilà. Bon. Oui, ça fera à peu près 50 km, Rouen, je crois. Oui, c'est beaucoup quand même. Hein, mais bon. Ça commence à faire beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Bon. Prenez le temps d'y réfléchir. Merci de votre confiance, en tout cas. Non, parce que j'écoute souvent votre émission et non, ça fait du bien là d'avoir un avis vraiment extérieur. Ça. Ouais, non, mais je vous remercie. Je vous en prie. Je penser à tout ça et puis je vous tiendrai au courant peut-être selon l'issue. Avec plaisir. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rappeler. Bon courage à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Caroline Dublanche. Appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Alors, un petit message qui arrive au 7 39 21 de Catherine pour Alexandra qui dit oui, il est important de prendre des avis incontestablement et aussi de noter les conseils pour ne pas les oublier, ça permet de les relire et puis de repenser peut-être à la position ferme du neurologue de Bordeaux. Allez, on va accueillir maintenant Yves. Bonsoir mon cher Yves. Bonsoir Caroline. Comment allez-vous, le grand-père? Ça va très bien, oui. Alors, il va bien, le petit, c'est le petit Raphaël? Il va avoir un mois bientôt. Oui. Et voilà, non, c'est pas Raphaël, Gabriel. Gabriel, hein, c'est ça. Je me disais, oui, c'est Gabriel. Gabriel. Un mois. Il vit à Toulouse. Je suis allé le voir il y a 8 jours. Et voilà. Oui, bon. Ça va, c'est bien. Mm-hmm. Tout le monde est content. Vous pouvez pas encore l'amener au ciné avec vous? Pas encore. Hein? Mais bientôt, dès qu'il pourra, vous allez l'amener, lui faire découvrir votre passion. Voilà. Alors, vous savez que dans le cinéma, il y a beaucoup de drames, n'est-ce pas? Et alors là, je vous appelle parce que là, j'ai vu un film qui m'a fait rire, mais c'est un rire très corrosif. C'est le Grand Soir. Ah, le film d'Elépine. Gustave Kervern, ils se sont spécialisés dans ce genre d'humour. Oui, oui. Et ils le réussissent très bien. Mais en fait, c'est quand même, ce sont des films qui ne plaisent pas à tout le monde. Et il y a pas mal de gens qui n'accrochent pas ce genre d'humour. Moi, j'aime bien parce qu'il faut quand même accepter un côté assez vulgaire quand même dans ce genre d'humour. Et les décors, le Grand Soir, ça se passe dans la laideur d'une zone commerciale, comme le sont toutes les zones commerciales d'ailleurs. Mm. Mais Benoît Poelvoorde habillé en punk, ça vaut le déplacement. Avec une vraie crête. Mais il est sorti. Mais alors moi, je pensais qu'il sortait mercredi. Il est sorti mercredi dernier. Ah, bah il faut que j'aille le voir alors. Oui, parce que Benoît Poelvoorde fait la une de Télérama. J'ai vu, il y a une très bonne interview de lui dans Télérama, oui, cette semaine. Sous les yeux, là, oui. Oui. Et Albert Dupontel. Et Dupontel, qui est très bon aussi. Excellent tous les deux. Ils jouent le rôle de deux frères qui pètent les plombs, comme on dit couramment, au milieu de cette zone commerciale. Et c'était un rire grinçant, un rire... une farce corrosive, quoi. Hein. Oui. Et comme savent très bien le faire Delépine et Gustave Kervern, quoi. Ils sont spécialisés dans ce genre d'humour Oui, parce qu'il y en a un, Benoît Poelvoorde, qui est complètement en rupture. Oui, avec cette société de consommation, et puis Albert Dupontel qui s'accroche. Et lui, il a un travail. Il a un travail, mais bon, malheureusement. Et il est licencié. Et il en perd presque la raison, quoi. Bah oui, puisqu'on peut le dire. Enfin, c'est dit il en vient à s'immoler quand même. Voilà. Et les gens devant, personne ne réagit. C'est le système à incendie dès qu'il le sauve, parce qu'on sauve les biens de consommation plus que les humains. C'est d'un cynisme absolu. Les humains ne bougent pas. Oui. Et l'incendie est éteint par le système anti-incendie d'une grande surface. Oui. Oui. Bon, mais vous savez, moi ça m'a fait rire, mais ça fait du bien de rire, vous savez. Oui, mais rire. Ah ouais, oui. Comme moi, je peux vous dire que. Mais un rire féroce, un peu, non? Très féroce, oui. Très féroce. C'est assez cruel. C'est cruel, oui. Et puis il y a Brigitte Fontaine qui joue aussi, vous voyez un peu le genre. Ah oui, elle joue dans le film. Elle joue dans le film, elle joue le rôle de leur mère, oui. D'accord. Ouais. Alors, c'est la mère, Brigitte Fontaine, ça explique tout. Oui, d'accord. Oui, qui tient un restaurant aussi. Oui, j'ai hâte de le voir. Oui. Bon, ça plaît pas tout le monde. Ça n'a pas plu à Monique Pantel, la critique cinéma de Laurent Ruquier. Ah bon? Non, du tout. Je l'ai écouté vendredi dernier. Ouais. Elle n'a pas accroché. J'ai pas entendu, oui. Elle n'a pas accroché.
Elle dit c'est un film moche, oui. C'est en parlant du décor d'une zone commerciale, c'est toujours moche. Ça dépend ce qu'on entend. Oui, mais enfin, il y a des films, c'est très beau, et puis derrière, l'histoire que ça raconte n'est pas. Enfin, vous voyez, il faut aussi. Je trouve que finalement. Ce qui est important, c'est de rendre humain aussi les personnages. Il y a ce qui se joue dans les rapports entre les deux frères. Je l'ai pas vu le film, mais c'est ça. C'est pas. À la limite, on se fiche du décor. Là. Ça a un sens aussi, ce décor-là. Bien sûr que ça a un sens. Et puis c'est pas que le décor aussi. C'est cette société, ce que ça renvoie. Enfin, je l'ai pas vu le film, donc je peux pas parler d'un film que j'ai pas vu. Non, mais Benoît Poelvoorde habillé en punk. Dans ce genre de décor, c'est pas mal du tout. Et Isabelle Motro, qu'est-ce qu'elle en disait? Parce qu'en général, quand Monique Pantel est pas, quand elle aime pas, au général, Isabelle Motro. Aimé, oui. Ah oui. Elle a aimé, oui. Oui. Mais il y a un film que j'ai très envie d'aller voir, c'est celui de Jean-Paul Rouve avec Benoît Poelvoorde. C'est Quand je serai petit. Il sort demain. Après-demain, mercredi. Oui. Ça, j'ai très envie d'aller le voir. Quand je serai petit. Oui. Mais bon, ça fait du bien de rire de temps en temps. Vous savez, moi, je peux pas commencer la journée tant que j'ai pas écouté Nicolas Canteloup sur Europe 1 le matin à 9h moins le quart. Alors, là, tous les matins, j'explose de rire et c'est très agréable. C'est aussi très corrosif. C'est très agréable de commencer la journée comme ça. Oui, c'est vrai. Il est très fort comme ça. En tout cas, il y a Tigron qui dit merci à notre ami car les vieux chats film chilien étaient vraiment bons, même si très durs. Donc, vous voyez, on suit vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves, d'avoir été avec nous. Et puis, il y a Sergio qui dit vive Groland. Je vous embrasse. À bientôt, Yves. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Il est minuit. Merci d'écouter Europe 1. Le journal est présenté par Axel May. Bonsoir Axel. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Vous l'avez vécu en direct sur Europe 1, le premier match des Bleus au championnat d'Europe de football. 1-1 contre les Anglais qui ont tiré les premiers à la demi-heure de jeu. C'est Samir Nasri qui a égalisé à la 39e minute. Une fois son but inscrit, le joueur français a laissé éclater sa colère. Index pointé vers les tribunes, Samir Nasri a lâché tais-toi en version un peu plus vulgaire. Après le match, il est revenu sur la signification de son geste très commenté dans les médias ce soir. Ouais, c'est pour la presse française, pas pour les autres. Les autres n'ont rien dit, mais l'équipe a été, le journal d'équipe a été très méchant avec moi en parlant de pas mal de choses, alors que le but, c'est de laisser l'équipe de France bien se préparer pour réaliser un bon Euro et ne pas tout remettre en question à chaque fois, surtout lors de matchs de préparation. On s'est procuré des occasions, on a eu plus de possession de balles, mais il y a des jours comme ça où on peut pas marquer ce but qui nous manque. Voilà, maintenant on accepte ce match nul et on va se préparer pour l'Ukraine en espérant remporter les 3 points. Et le match contre l'Ukraine, ce sera vendredi. Samir Nasri avec l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Jean-Charles Banoun. Dans l'autre match du groupe de la France, l'Ukraine justement a battu ce soir la Suède 2-1. Un mot de tennis, Rafael Nadal a remporté cet après-midi Roland-Garros. C'est sa 7e victoire porte d'Auteuil, mieux que Björn Borg. La politique et les stratégies politiques qui se mettent en place pour le second tour des législatives dimanche. Au Parti socialiste, Martine Aubry appelle au désistement républicain lorsqu'un candidat du Front National est en ballottage favorable. C'est le cas dans la 3e circonscription du Vaucluse où la petite fille de Jean-Marie Le Pen est arrivée en tête, juste devant l'UMP et en 3e position le PS. Mais dans cette circonscription de Carpentras, la candidate PS, Catherine Arkilovic, annonce ce soir qu'elle se maintiendra malgré les consignes de Martine Aubry. Le PS tente par ailleurs de sauver Ségolène Royal, menacée à La Rochelle par un ex-socialiste. La première secrétaire du PS, accompagnée par la secrétaire nationale des Verts et ministre du Logement, Cécile Duflot, viendra soutenir demain Ségolène Royal. Du côté du Front National, Marine Le Pen demande à ses électeurs de tout faire pour battre plusieurs personnalités de droite et de gauche qui ont eu un comportement contraire à la morale publique ou qui se sont montrés particulièrement haineux, je cite toujours Marine Le Pen. Jack Lang, Georges Tron ou encore Xavier Bertrand sont visés. Visée également l'ancienne ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet. Écoutez Marine Le Pen. Concernant le cas spécifique de Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait clairement indiqué qu'entre un candidat Rassemblement Bleu Marine et un candidat socialiste, elle voterait sans aucun complexe pour le candidat socialiste,
eh bien, nous demandons à nos électeurs d'appliquer à Madame Kosciusko-Morizet la réciprocité et par conséquent à voter pour le Parti socialiste dans sa circonscription. Réaction ce soir de Nathalie Kosciusko-Morizet. Marine Le Pen renoue avec une vieille tradition d'extrême droite, les listes noires, les hommes et les femmes à abattre. À l'UMP, un bureau politique extraordinaire s'est réuni cet après-midi à Paris pour définir la stratégie à adopter d'ici le second tour. Pas question d'appeler à voter socialiste lorsqu'un candidat du Front National est en position de force. Pas question non plus d'appeler à voter FN pour faire battre la gauche. C'est la stratégie du ni Front National, ni Front républicain. La saga Liliane Bettencourt se poursuit. Son ancien avocat, Maître Willem, et l'homme d'affaires Stéphane Courby sont en garde à vue depuis ce matin. Ils sont soupçonnés d'abus de faiblesse aux dépens de la milliardaire. L'espoir renaît pour les ex-salariés de Sifrance. Les bateaux de la défunte compagnie Transmanche devraient être repris par Eurotunnel, une reprise qui permettrait d'offrir du travail à une partie des anciens de Sifrance. Plus de 500 devraient ainsi retrouver un emploi. La satisfaction de l'un des ex-salariés, Jérôme. C'est vrai qu'on peut considérer que c'est une renaissance parce que Sifrance va renaître avec son nom, avec ses navires, ses équipages. C'est la plus belle des victoires qu'on pouvait obtenir, donc c'est vrai que c'est un grand jour pour nous. On revient de très loin, mais avec Sifrance, rien n'est impossible et ça s'est encore vérifié. On va pouvoir montrer qu'on n'est pas ce qu'on a bien voulu dire dans la presse. On va leur montrer qu'on sait travailler, qu'on veut travailler et qu'ils ont raison de nous faire confiance. C'est vrai qu'on avait qu'une obsession, c'est déjà retrouver notre travail. Ensuite, évidemment, nos bateaux. Donc on avait envie de retrouver tout ça. Et il est vrai que là, c'est extraordinaire, quoi. On va retrouver tout ce qu'on avait avant et c'est génial pour les familles, pour tous ceux qui ont subi les pressions, les difficultés de ces derniers temps, la peur du lendemain. Franchement, c'est vraiment très bien. Et avec une direction qui tient la route et les bons choix économiques, c'est sûr que ça marchera, il n'y a pas de doute. Un ancien salarié de Sifrance au micro européen de Lionel Gougelot. Minuit passé de 5 minutes. Vous retrouvez au 39-21 Caroline Dublanche. Continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39-21 et toutes vos réactions par SMS au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors des réactions suite à l'appel de Div qui nous parlait du film Le Grand Soir, film de Benoît Delépine et je crois que c'est Alexandre Kerven avec Benoît Poulvorde et Albert Dupontel, film qui va beaucoup aimer. First Lisa dit justement, j'avais très envie de le voir parce que j'aime beaucoup Benoît Poulvorde et le monde décalé de Benoît Delépine. Je vois toujours leurs films. Il y a Didier qui dit moi j'ai vénéré Prometheus de Ridley Scott et puis il y a Sergio qui voulait faire un coucou amical à notre monsieur cinéma préféré. On va passer un petit peu de musique, je crois, avant d'accueillir Hélène. Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Grégoire, toi plus moi, comme dit Petite Hirondelle, encore une chanson qui tombe bien à propos. Et oui, parce que comme ça permet de sortir, d'appeler, sortir un peu de la solitude et grâce à vous aussi, à votre soutien, eh bien d'avancer petit à petit, de trouver des pistes un petit peu pour se sortir de situations
complexe, difficile et souvent douloureuse. Nani dit, c'est très juste ce que dit Dany, on se décide à partir lorsqu'on n'a plus peur, courage à Hélène. Et puis Gabriel des Hauts-de-Seine dit surtout que cette dame dépose plainte avec constitution de partie civile. Oui, c'est pour ça que c'est important souvent d'être quand même soutenu par un avocat, parce que la constitution de partie civile permet d'avoir accès au dossier. Bonsoir Nadia. Bonsoir. 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 Ben voilà, je vous appelle parce que en 2007, j'ai eu un cancer du sein. Oui. Et bon, on m'a enlevé le sein. Donc j'aurais voulu savoir comment ça se passe au niveau des autres femmes, comment elles ressentent ça, comment elles sont dans leur quotidien. Est-ce que vous avez des témoignages? Parce que bon, c'est vrai que ça fait quand même 5 ans, mais je me pose toujours des questions, quoi. Quel âge aviez-vous quand on vous l'a enlevé, ce sein? J'avais 45. Oui, c'est jeune, oui. Ouais. J'avais 45 ans. Vous vous Et posez quel genre quelles questions vous posez-vous, Nadia? Mais étant donné qu'on n'a pas pu me reconstruire, oui. Donc j'aimerais savoir si... On n'a pas pu parce que vous avez un problème... Parce que j'ai été opérée du cœur en même temps. D'accord, oui, donc on peut pas... D'accord. Donc j'ai des cicatrices et ça fait que... On m'a expliqué qu'on ne peut pas reconstruire le sein parce que avec les rayons et tout ça, là, en dessous de la peau, il se peut qu'il y ait des... que ça soit abîmé. D'accord. Donc ils ne veulent pas en plus faire trop de dégâts avec tout ça. Donc ils préfèrent ne pas reconstruire. Oui, je comprends. Oui. Donc c'est pas évident. Et oui, sinon... j'aurais voulu savoir dans l'intimité, j'aurais voulu savoir dans la vie quotidienne. Dans les relations... Comment qu'elles ressentent ça, quoi. Comment qu'elles ressentent. Comment vous le ressentez, vous? Alors moi, je le ressens... ça dépend, parce que... Ça dépend avec la personne que vous êtes. Oui, justement, vous avez, vous n'êtes pas avec quelqu'un de fixe, vous n'êtes pas en couple stable. Ah oui, c'est plus compliqué. Donc, il y a des personnes qui peuvent vous mettre à l'aise. Oui. Mais il y a des personnes qui ne vous mettent pas à l'aise. Vous avez rencontré des hommes déjà qui ont été très indélicats avec vous? Voilà. Oui. Ouais. Pas indélicats, ils sont pas indélicats, mais ils disent rien et on voit qu'ils sont pas à l'aise. Oui, donc s'ils sont pas à l'aise, évidemment, ouais. Il y en a par contre, oui. Oui, il y en a par contre qui sont assez et qui disent c'est pas grave, de toute façon, t'inquiète pas, voilà quoi, ils acceptent. Mais et vous en parlez, comment vous faites? Vous en parlez avec eux avant, quand vous les rencontrez? Oui. Comment vous l'abordez je leur dis. Parce que pour moi, je me dis que ça ne se fait pas déjà rien que pour moi et pour eux. Ça ne se fait pas de... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais pas comment... Oui, de les confronter directement aux faits sans les avoir prévenus. Oui, sans les avoir... Oui, je comprends. Parce que ça peut, eux, leur faire un choc. Et puis moi, ça me met mal à l'aise. Oui, oui, ça aurait du coup des répercussions aussi sur vous. Vous voulez pas être confronté à leur... au fait... Déjà que c'est difficile en tant que femme. Oui. D'avoir ce problème-là. Est-ce que vous avez, vous, un peu apprivoisé votre nouvelle apparence? Est-ce que vous êtes un peu... Oui, déjà, c'est important, ça. Oui, je me suis acceptée. Vous êtes acceptée? Je me suis acceptée, mais il y a des fois où je déprime un petit peu, où je me dis, mais... Puis après, je me dis, bon, mais après tout, à 50 ans, t'es pas non plus... Enfin, t'es pas une petite jeune de 20 ans qui... Voilà, quoi, c'est... Moi, ma vie, elle est derrière, comme je dis, et j'ai déjà fait un grand chemin. Donc après, c'est aléatoire, vous voyez. Ah, votre vie, elle est derrière. Vous avez encore de la vie devant et devant vous. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai du vécu. Vous avez du vécu, d'accord. Dans ce sens-là, oui.
Oui, Voilà. c'est-à-dire Donc, que parce que à 50 ans, vous avez, on peut avoir envie de séduire et être encore très séduisante à 50 ans, mais j'entends, oui, le côté vécu, c'est-à-dire vous ne mettez pas toute votre séduction comme pourrait le mettre une jeune fille de 20 ans, dans une apparence. C'est un drame pour elle. Oui, c'est-à-dire que vous savez, de par ce que vous venez de vivre, la maladie, aussi, vous êtes en vie. Ça, c'est très important aussi. C'est très d'être là, d'être en vie. D'avoir aussi surmonté la maladie. Bon. Ça n'a pas été facile, mais bon, ça va quand même. Il faut avoir un sacré... Vous allez bien? Il faut du caractère. Oui, ça va. Enfin, ce que j'appréhende un petit peu des fois, c'est... Là, j'arrive aux 5 ans et j'appréhende... Je me dis, parce que je suis en rémission. Oui. En fait, j'avais eu 2 cancers, le sein et l'ovaire. Ah oui. Et je me dis, est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça va pas revenir? Donc les médecins me disent non, vous inquiétez pas. Pour nous, vous êtes bien, vous êtes guéri et tout. Mais dans ma tête, ça trotte toujours, quoi. J'essaie de pas trop y penser, mais vous savez, quand on entend autour de soi, mais tiens, il y a une telle, il y a un tel, il y a un tel. Et c'est marrant parce que, je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais vous voyez, ça fait à peu près comme quand on achète une voiture de telle marque et qu'on s'aperçoit que dans la rue, il y a exactement la même partout. Et bien là, je me dis, mais c'est bizarre parce qu'avant, on n'entendait pas autant de cancers du sein que ça. Et depuis que je l'ai, je m'aperçois que beaucoup de femmes l'ont. Ah oui. L'ont eu. Enfin, alors, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, oui, je comprends très bien. Déjà parce que vous y êtes forcément d'autres confrontés et donc beaucoup plus sensibles que d'autres femmes qui n'auraient pas été confrontées soit elles-mêmes ou parce qu'elles ont une femme proche dans leur entourage confrontée à ce problème. Et puis, parce qu'il faut bien le dire, il y a quand même beaucoup de femmes confrontées à ce problème, d'où l'importance des mammographies qui sont faites quand même régulièrement, et puis aussi pour les femmes plus jeunes, de l'autodépistage et de voir des gynécologues régulièrement, parce que ça arrive, ça touche aussi des femmes avant l'âge des mammographies. Donc, mais vous savez, moi j'ai des nièces et puis j'ai une fille, et ils m'ont dit, ils préfèrent que vers 35 ans comme ça, 40 ans même pas, il faut qu'elles commencent à prévoir des mammographies. Oui, elles seront davantage suivies. Ah oui. Mais ce qui est bien pour elles, c'est-à-dire qu'il y aura une prévention plus importante. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elles seront touchées par la maladie, elles seront davantage suivies. Il y aura une plus grande prévention. Ça c'est important parce que les gamines, elles sont jeunes. Alors, vous souhaitiez des réactions. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Minuit 52, 39, 21, parce que ça se peut... Vous vouliez voir... Déjà, c'était plus finalement dans les réactions des hommes dans l'intimité. C'est ça, dans votre intimité amoureuse. Dans l'intimité, et puis aussi comment elles le vivent, enfin, au quotidien aussi. Vous savez, parce que des fois, comment je peux vous expliquer ça? J'ai une prothèse. Donc il m'arrive des fois que quand j'ai mal au niveau du dos et tout ça, j'enlève la prothèse. Oui. Et des fois, je prends ma chienne, je sors, mais je mets un manteau et tout ça, et je me dis est-ce que ça se voit pas, et je me dis est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça, enfin qui, vous voyez, c'est peut-être pas. Parce que ça vous fait mal au dos, ça, c'est gênant au bout d'un moment, enfin c'est. Oui, parce que vous savez, il y a quand même un décalage. Oui. Comme j'ai une poitrine assez forte. Oui. Donc ça fait que ça pèse d'un côté, ça pèse plus de l'autre. D'accord, oui. Même pour dormir, et on dort d'un côté, on dort pas. Oui, bien sûr. Ainsi de suite, quoi. Oui. Ça fait un vrai décalage. Donc, je me dis, et puis pour aller à la piscine, pour tout ça, comment qu'elles se sentent, ces personnes-là, comment qu'elles le vivent. Vous allez, vous, à la piscine? Non, j'ose même pas. Ah bon? Vous aimeriez y aller? J'y allais avant d'avoir ça, j'y allais. Pourtant, je suis forte, j'y allais. Oui. Et puis, là, j'ai peur que ça se voie.
parce que même si elle m'a dit, la dame de la pharmacie, quoi, oui. prothésiste, elle m'a dit, vous inquiétez pas, il y a des maillots de bain. Oui, avec les maillots de bain. Voilà. Mais je dis ça. Déjà, sous mes vêtements, j'ai l'impression que ça se voit, qu'il y a quelque chose de bizarre. Moi, je vois comme ça. Je me dis peut-être les autres le voient. Moi, je pense alors, imaginons maillot de bain. Moi, je pense que vous avez, davantage l'impression que ça se voit que les autres, parce que les autres sont pas là à scruter vos seins. Alors vous me dites, non. Comme vous le sentez. Déjà, vous sentez. Ouais. Vous sentez physiquement. Là où les autres, ils ne ressentent pas, évidemment. Et puis, hormis quelques-uns, parce qu'il y a des gens qui sont obsédés des seins ou autres et qui vont, mais bon, ceux-là, ils ont peut-être un problème s'ils vous regardent que dans les seins, ou bon, vous voyez, mais bon, les gens, quand vous vous promenez dans la rue, ils sont pas là, on voit une silhouette, mais on n'est pas là à scruter. Vous voyez, donc je pense que effectivement c'est plus une appréhension que vous avez. On voit une silhouette générale. Et d'autant plus que vous avez des seins, vous aviez des seins importants. Donc c'est d'autant plus il y a ce décalage, vous voyez, entre ce manque, voilà, que vous avez aujourd'hui. Et dans l'intimité, ça veut dire que vous déshabillez pas complètement. Alors vous gardez quelque chose quand vous êtes avec un homme dans une intimité amoureuse. Ouais. Oui. Oui. Oui, mais les hommes peuvent comprendre. Oui, mais ça peut les hommes peuvent comprendre aussi votre pudeur, votre. Oui. Il y en a qui peuvent comprendre et puis bon j'ai pas été avec plusieurs hommes et tout ça, mais. Oui. On a une réaction. C'est Florence qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Florence. Oui, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous à quelques minutes de la fin de l'émission. Oui. Bonsoir. Alors, on vous donne la parole très vite. Alors, écoutez, moi, j'ai eu un cancer à 43 ans. Et alors, j'ai récidivé, mais j'allais très mal dans mon intérieur, entre guillemets. Et j'ai récidivé à 47 ans. Ouais. Et je l'ai tout à fait bien accueilli parce que c'était un peu une évidence, quoi. Parce que j'avais trop de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie. Et bon, je prenais tous les moyens pour aller bien, mais faut croire que mon corps m'a dit stop. Et l'expérience que j'en tire, c'est de faire un maximum pour aller le mieux possible. S'il y a des soucis dans sa vie, il faut les régler. L'aide d'une psychologue, de la spiritualité, d'avoir un très bon réseau affectif, amical. Je veux dire, c'est prendre tous les moyens pour être heureuse. Oui, prendre soin de soi au maximum. C'est-à-dire, qu'est-ce que vient dire peut-être ça à ce moment-là, notre corps, qu'est-ce qu'il vient nous dire, et essayer de. J'aime bien ce que vous dites, essayer de régler au maximum. Ça paraît très ambitieux comme projet, mais essayer d'être heureuse. Oui, ça fait partie. Là, je suis en train de. Moi, je fais un régime. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais qu'importe. Sans lait, sans gluten. Et là, je viens d'emprunter à la médiathèque un CD audio de David Savant-Schreiber, anti-cancer. Alors, c'est pas forcément très drôle, mais moi, ça vient me confirmer tout ce que je suis en train de faire, parce que le cancer, ce n'est pas que, des cellules, du sang, tout ça. C'est un corps complet. Et l'immunité, notre défense, elle vient à travers l'alimentation, mais elle vient aussi à travers notre unité intérieure. Mais moi, j'ai remarqué que depuis que j'ai eu le cancer, mon esprit a totalement changé. Je suis de plus en plus zen. En fait, c'est comme si plus rien n'avait d'importance. Pour moi, ce qui est matériel et tout ça, pour moi, ça n'a plus d'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça me passe au-dessus de la tête, on va dire. Peut-être pas plus rien, mais vous savez faire un peu la part des choses, comme on dirait. Voilà, on va dire que je m'énerve plus, que je suis totalement en phase, on va dire, avec moi-même et tout ça. Et je suis
pas quelqu'un qui, intérieurement, je n'arrive même plus à m'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, je stressais pour un oui, pour un non. Vous avez changé, votre personnalité a évolué. Voilà, à part s'il y avait un gros problème au niveau familial et tout ça, parce que j'ai quand même des enfants et des petits-enfants. Là, oui, d'accord, peut-être que dans mon derrière à moi, ça irait mal. Mais sinon, dans le quotidien, on peut me dire quoi que ce soit. Tout ça, ça me passe au-dessus de la tête, je ne m'énerve pas, c'est important, c'est important aussi pour vous. Est-ce que vous connaissez l'une et l'autre l'association Étincelle ? C'est une association qui est un espace dédié aux femmes atteintes d'un cancer. Alors je ne sais pas si elle est parisienne, mais qui accueille, écoute, entend la demande des femmes et qui permet de justement restaurer leur image grâce à des soins spécifiques, permet de redonner confiance en soi. C'est des lieux de rencontre, d'échange où les femmes peuvent parler librement, où il y a une solidarité. C'est www.étincelle.asso.fr. On va vous le redonner hors antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle nuit à vous. Désolée, peut-être qu'il y aura des réactions demain, on les passera en priorité. Prenez bien soin de vous. Au revoir, belle nuit à vous.